Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bonsoir à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous, un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le président du mois des centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina Faso, Monsieur Inoussa Nana, El Hadj Inoussa Nana. Il est le président donc du mois de l'unité d'action syndicale UAS, gestionnaire comptable de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences des techniques comptables et financières, actuellement secrétaire général de la centrale syndicale Force ouvrière Union nationale du syndicat. El Hadj Inoussa Nana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Comment va le président du mois de l'UAS? Je dois vous dire que le président du mois de l'unité d'action syndicale se porte mieux. Vous allez bien ou vous allez mieux? Très bien. Très bien. Très bien. On vous voit tourner beaucoup. Apparemment, quand on est président de l'UAS, on n'a pas de vie. Bon, en tout cas, c'est du boulot à faire. Je pense qu'il y a un travail derrière. Et quand il y a la présidence, il faut effectivement abattre ce travail-là. D'abord, c'est quoi? Ce sont des sorties de reconnaissance auprès des militants à la base ou bien c'est déjà des plaidoyers que vous avez commencé à entamer par les tournées que vous avez entamées? Bon, ça dépend, c'est en fonction de la situation du moment. C'est-à-dire là, lorsque tu prends la présidence, bon, en fonction de la situation du moment, et tu vas élaborer avec les autres secrétaires généraux les calendriers qui s'imposent. Okay. Alors, président de l'UAS, est-ce que ça paye bien finalement? Non, nous, on n'a pas de, on n'a pas de paye, malheureusement. Vous n'avez pas d'avantage particulier lié à cette fonction-là? Non, on n'a pas d'avantage. Non, on n'a pas d'avantage. Et les sorties qui financent finalement vos différentes sorties? Non, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons pour le faire. Voilà, bon, c'est vrai que nous avons une subvention de l'État, mais comme vous le savez bien, c'est pas à la hauteur de ce que nous pouvons faire. Bon, donc nous essayons en tout cas de nous débrouiller avec. Est-ce que vous avez reçu la subvention de 2022 de l'État, les 100 millions là? 2022, oui, si. Vous avez reçu la subvention de l'État. Donc, ça veut dire que vous avez les moyens maintenant de pouvoir travailler convenablement. Moyens, bon, quand vous dites moyens, bon, quand vous parlez de 100 millions, bon, c'est bon de parler de 100 millions, mais il faut regarder derrière, il y a combien d'organisations qui bénéficient de ces 100 millions-là. Voilà, donc c'est redistribué, chacun a une partie. Chacun c'est une partie. Mais c'est bien de préciser aussi que cet argent, ça ne va pas dans la poche des responsables syndicaux. Parce que souvent, il y a eu des amalgames par rapport à cet argent qui vous est offert. Pas du tout. Il y a une ligne directe, c'est-à-dire qui est appliquée à ce niveau-là. C'est-à-dire lorsque nous avons la subvention, c'est bien pour en tout cas jouer le rôle, les formations et autres. Donc ça ne doit pas faire l'objet d'une autre utilisation quelconque. Alors, le 26 septembre 2022, les centrales syndicales et les syndicats étaient à la primature. C'est vous qui avez souhaité voir le Premier ministre, mais c'est lui qui vous a invité. Non, il faut dire que nous avons souhaité les rencontrer. Pas deux fois, nous avons envoyé des correspondances, compte tenu de la situation nationale, mais nous n'avons pas reçu de réaction. Pas deux fois? Pas deux fois. Vous avez tenté de le voir deux fois? Oui, deux fois. Et chaque fois quand vous écrivez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la première fois, on n'a pas eu de réaction. C'était quand? C'était, je crois que c'était en mai. Il n'y a pas eu de réaction. Et la deuxième fois, là, il a voulu que nous soyons reçus par notre ministre de tutelle. Et là, nous avons dit que non, nous voulons nous adresser à son Excellence le Premier ministre et non au ministre de tutelle. Il vous a envoyé un courrier pour dire qu'il ne peut pas vous recevoir alors finalement, en vous référant à votre ministre de tutelle? Oui, c'est ça. C'est un courrier qui nous a adressé. Mais pourquoi vous avez refusé de voir votre ministre de tutelle? Bon, non, c'est pas notre ministre de tutelle, on peut le voir tous les jours. Vous savez, pour des questions qui concernent la nation, je pense que la personne l'a mis indiqué, c'est bien son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et du coup, vous avez encore réintroduit une nouvelle demande? Oui, bon, c'est la deuxième fois, la deuxième lettre, quand il nous a répondu pour dire que, bon, nous pouvons être reçus par le ministre de la fonction publique. Nous avons écrit pour dire que non, nous préférons attendre jusqu'à ce que son calendrier lui permette de nous recevoir. Voilà, donc c'est ça qu'effectivement dans la semaine, il nous a fait, en tout cas il nous a contacté pour dire qu'il souhaiterait nous rencontrer. Bon, c'est vrai que la façon de nous contacter même était de façon, c'était pas dans le cadre habituel. Ah oui, comment ça s'est passé finalement? Voilà, parce que bon, généralement nous avons toujours dit que pour nous contacter, il faut d'abord, parce que vous savez quand même que l'unité d'action syndicale, c'est une grosse machine, on ne peut pas... Une machine de combien de personnes? C'est important de préciser. L'unité d'action syndicale, vous savez qu'il y a 17 syndicats autonomes et 6 centrales syndicales.
Voilà, donc ça veut dire que vous savez bien qu'il y a des occupations professionnelles également qui sont liées. Vous venez de lire mon CV. Vous savez que nous, il n'y a pas de permanence syndicale. Nous travaillons comme ça. Donc pour nous convoquer, et comme ça sur place, bon, et puis vouloir nous recevoir, c'est très compliqué. Voilà, mais là, ce n'est que le vendredi que nous avons reçu un coup de fil venant du cabinet du ministre de la fonction publique, nous invitant en tout cas à être reçus au niveau de la primature. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de considération de la part du Premier ministre? Bon, c'est ce que nous avons signifié. Hein. Vous le lui avez dit quand vous l'avez vu? Ah oui, parce que, en tout cas, c'est ressorti clairement que dans nos écrits et même à la rencontre qu'il a fait, donc ça ressemble à ça. Parce que, bon, pas 2 fois nous avons écrit. Bon, c'est vrai qu'il a tenté de quand même donner des explications. Bon, mais nous disons qu'en tant que partenaires sociaux, normalement, on devait quand même de temps en temps être reçus au niveau de la primature. Est-ce que c'est cette attitude des gouvernants souvent qui pousse les syndicats à être radicaux dans la lutte? Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé n'est pas en phase avec ce qu'ils nous avaient demandé. Souvenez-vous bien que le 12 avril, Son Excellence nous avait reçus justement pour nous faire part en tout cas de ses intentions, à ce que nous puissions en tout cas accompagner le gouvernement compte tenu de la situation actuelle de notre pays. Voilà, donc en son temps nous avons effectivement, dès que nous observons, vous savez que notre rôle, nous avons un rôle critique. Généralement, bon, on regarde si ça va. Vous n'êtes pas là pour accompagner quelqu'un, vous n'êtes pas là pour soutenir un gouvernement. Nous ne sommes pas là pour soutenir. Voilà, mais bon, lorsqu'il y a des actions qui sont encourageantes, on peut effectivement voir que c'est encourageant. Si ce n'est pas encourageant aussi également, on doit savoir le dire. Est-ce que les explications du Premier ministre vous ont convaincu, ces explications vous ont convaincu par rapport notamment au fait de ne pas vous recevoir à plusieurs reprises malgré les sollicitudes qui ont été faites? Bon, en tout cas, il a tenté de donner des explications, mais je dois dire que ça ne nous a pas convaincus. Pour la plupart de ceux qui étaient autour de la table avec le Premier ministre? Ah oui, bien sûr. Vous parlez de nos collègues, de l'IAS, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr que nous pensons que normalement, il devait pouvoir quand même trouver, surtout que lui-même, c'est des rencontres que lui-même il avait voulu, parce qu'il a trouvé qu'il souhaiterait qu'on puisse vraiment maintenir le dialogue. Voilà, mais souvenez-vous que depuis avril, on ne s'est plus revu. Et donc 4 mois après, vous vous êtes dit, si vous ne vous levez pas, finalement, le gouvernement ne donnera pas suite à vos revendications. Voilà, bien sûr. Si vous avez remarqué, nous avons commencé les tournées depuis le 10 septembre. Parce que, bon, suite aux augmentations justement des prix des hydrocarbures, bon, la deuxième fois, nous avons trouvé que là, maintenant, c'est trop. Et surtout qu'on ne nous a pas considéré. Quand nous avons dit qu'il y a manque de considération, c'est tout ça. Parce que nous faisons partie du cadre de concertation et du tripartite pour les augmentations, pour voir les prix des hydrocarbures. Mais lorsque le gouvernement a procédé à ces augmentations-là, bon, nous n'avons pas été consultés. Vous n'avez pas été consultés comment? Ça veut dire que vous avez découvert ça comme tout le monde sur la place? Oui. Comme tout le monde. Et est-ce que vous avez tenté de comprendre avec le gouvernement, le ministre du Commerce ou la fonction publique? Personne ne vous a contacté pour vous dire on va augmenter les prix? Non, on ne nous a pas contactés. On ne nous a pas contactés et nous, en tout cas, on s'est contenté de condamner en tout cas ces augmentations-là. Oui, parce qu'on a l'impression que vous, syndicalistes, aujourd'hui, vous ne faites plus peur au gouvernement. Puisque si c'est condamné pour condamner, ça ne peut pas faire peur à un gouvernement. Non, bon, je pense qu'il faut d'abord, il y a une situation qui est là, la situation de notre pays actuellement. Et compte tenu aussi de la sollicitation du gouvernement, vous savez bien que le 12 avril nous a reçus. Et pour être aussi en phase avec les populations, vous savez que nous vivons actuellement une situation un peu vraiment particulière et où les populations avaient des attentes fortes par rapport à ces nouveaux régimes qui viennent d'arriver. Voilà, donc il faudra que nous puissions être aussi en phase avec les populations. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait que nous avons observé, parce que le plus souvent c'est ça. Voilà, on ne peut pas tout de suite, je sais qu'à l'avènement du MPSR, bon, il y a beaucoup qui ont applaudi, mais nous avons préféré attendre. Et 2 fois d'augmentation, 2 fois, le prix du carburant a subi une hausse par 2 fois. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous avez dit au Premier ministre? Est-ce que vous lui avez demandé le 26 septembre de revoir les prix des hydrocarbures à la pompe? Oui, bien sûr que nous, vous savez bien qu'effectivement, il y a eu 2 augmentations. La première augmentation
nous avons fait des condamnations. La deuxième, également, là, l'unité d'action syndicale a fait une correspondance adressée, en tout cas au Premier ministre, pour dire que, en tout cas, nous souhaiterions qu'on puisse même, en tout cas, annuler ces augmentations-là, parce que c'était trop. Voilà, et que si rien n'est fait, en tout cas, nous allons prendre aussi nos responsabilités. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que la correspondance a eu une réponse? Non, ça n'a pas, il n'y a pas eu de réponse. Depuis lors, on ne vous a pas répondu? Non, nous avons fait la correspondance, je crois c'est le 25 août, mais on n'a pas jusqu'à présent eu de réponse. Voilà, mais depuis que, en tout cas, la seconde augmentation est venue, c'est depuis cette date-là que nous sommes dit que là maintenant, et le temps que nous avons observé, je pense qu'il faudra que... Est-ce que vous pensez que le gouvernement abuse de votre patience? Bon, en tout cas, je pense qu'ils ont peut-être cru que, bon, on a trop croisé les bras et puis pour faire aller dans leur sens. Bon, mais en tout cas, nous voyons qu'aujourd'hui, si nous ne faisons rien, nous n'allons pas pouvoir, en tout cas, satisfaire les plateformes et puis les conditions de travail. Est-ce que ce que vos militants à la base vous demandent de venir dire aux autorités ou de venir leur dire la vérité par rapport à la situation précaire aujourd'hui, les augmentations qui ont engendré à la limite le renchérissement du coût de la vie au Burkina Faso? Ah oui, bien sûr, ça c'est... Voilà pourquoi je vous disais tantôt que nous avons élaboré la plateforme. Et certainement, à la base, ça nous revient qu'effectivement, il y a beaucoup de nos militants qui aussi trouvent qu'on est un peu inactifs. Voilà, donc, et la double augmentation maintenant, ça fait que bon, on ne peut plus attendre, il fallait qu'on puisse faire quelque chose. Et voilà pourquoi on a trouvé que c'était nécessaire pour nous de présenter la plateforme, où nous, en tout cas, maintenant, nous comptons agir. Et pour le faire, on souhaite en tout cas être en phase avec les bases. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'était bon pour nous d'abord de tourner dans les régions pour être en contact avec les bases et pour s'assurer qu'on parle le même langage avant d'entamer quoi que ce soit. Je reviens encore sur ma question parce que les téléspectateurs qui nous regardent veulent savoir. Est-ce que vous avez dit au Premier ministre de baisser les prix du carburant à la pompe pour les Burkinabés? Oui, c'est ça, je vous disais tantôt que nous avons envoyé une correspondance. Oui, au-delà de la correspondance, puisque la correspondance n'a pas été répondue, oui. On vous a reçu physiquement. Oui, est-ce que vous avez répété devant lui, non seulement le fait de n'avoir pas répondu à votre correspondance, et ensuite, est-ce que quand vous l'avez vu physiquement, comme on le dit, face to face, vous lui avez dit, nous on n'est pas d'accord avec l'augmentation des prix des Exactement, c'est ce qu'on a dit. Mais comme vous avez suivi, à cette rencontre-là, nous-mêmes on s'est rendu compte que son Excellence ne s'est pas entouré de ses techniciens. Il n'y avait aucun ministre du gouvernement à cette rencontre-là. Aucun ministre du gouvernement. Et il était seul face à vous. Il était seul et il s'est rendu compte qu'effectivement, nous, on était venus vraiment avec toute la composante. Voilà, donc il a tellement compris, en tout cas, la mesure de la chose. Donc, en tout cas, il nous a proposé de nous recevoir. Il a enregistré les points que nous avons soumis et il a dit que certainement très prochainement, il va nous contacter. Et quand j'étais ici même à l'émission, tout de suite, avant même de rentrer sur le plateau, effectivement, j'ai reçu un coup de fil de la primature. Encore une nouvelle rencontre en perspective. Qui nous invite, on n'a pas donné la date, mais il nous invite. Je sais que ça ne va pas tarder, certainement. Pour discuter, alors, il y a le coût donc, du carburant, il y a aussi le coût des transports. Est-ce que vous en avez parlé avec le Premier ministre? Parce que ça a entraîné aussi à ce niveau. Oui, pour vous rappeler, à la rencontre du 26 avec son Excellence, il y a eu 3 grands points que nous avons évoqués. C'est-à-dire nous avons parlé de la crise sécuritaire et nous avons également parlé de la vie chère et nous avons parlé de la question sur les libertés. Et également, bon, il y a eu des points de divers où nous avons évoqué l'augmentation des salaires des membres du gouvernement. Alors, étape par étape. D'abord, pour la question, par exemple, de la sécurité, est-ce que le Premier ministre vous a donné des arguments convaincants que nous allons inverser la tendance? Bon, comme vous le savez, hein, ils ont toujours, en tout cas, avancé l'argumentaire, comme quoi, en tout cas, bon, ils maîtrisent la situation. C'est ce qu'il vous a dit? Bon, puisque eux aussi, ils ont des... En tout cas, ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils travaillent, et ils ont des plans qu'ils, certainement, ils vont développer, mais qu'ils ne peuvent pas nous dire de façon... Mais est-ce qu'il vous a expliqué comment l'armée monte en puissance? Bon,
en tout cas, n'a pas abordé cette question de l'armée qui après, on a l'impression que monte en puissance. donc vous êtes allé juste vous asseoir, écouter ce qu'il a à vous dire et puis c'est fini. Non, parce que nous avons, il y a eu des points que nous avons soumis. Et on attendait à ce qu'ils puissent, puisque nous pensions qu'ils allaient venir avec tous les techniciens et on allait échanger sur certaines questions. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'est excusé même pour dire que bon, il préfère que nous puissions se soir à ces points-là aujourd'hui. Et puis, bon, il va certainement trouver une autre date pour nous recevoir, où il sera certainement entouré de ses techniciens. Et puis, bon, à ce moment, ils vont nous donner des réponses appropriées par rapport à certaines questions que nous avons. Et ça, vous avez bien pris ça, ou ça, vous avez trouvé que ça n'aurait pas dû être comme ça en tant que syndicaliste face à un gouvernement? Non, certainement, on a fait remarquer qu'on est quand même surpris que, en tout cas, il n'est pas venu d'abord avec ses techniciens, qu'aucun membre du gouvernement ne soit là, et même pas notre ministre de tutelle, qui devait être là, quand même, nous, depuis que, en tout cas, je sais que personnellement, depuis que je suis au niveau de l'unité d'action syndicale, lorsque nous avons été reçus par, en tout cas reçus à la primature, au moins il y avait toujours aux côtés de son Excellence le ministre de tutelle, qui est le ministre de la fonction. Vous avez été surpris par son absence? On a été très surpris. Mais est-ce que ce n'est pas de votre faute, puisque c'est vous qui avez souhaité ne pas le rencontrer et puis aller voir son patron directement? Ah non, ça n'a rien à voir. Mais peut-être que ça a dû entraîner aussi son absence à cette rencontre. Ah mais non, bon, si son Excellence ne fait pas entourer de tout ce qui devait être là pour l'accompagner, et normalement, il sait que quand nous venons, c'est pour soumettre des préoccupations, et il devait se faire entourer par quand même des techniciens pour pouvoir nous répondre. Et nous disons que normalement, au moins, le ministre de la fonction publique devait être là. Est-ce que sur la question sécuritaire, les arguments vous ont convaincu que nous sommes sur le bon chemin avec le Premier ministre? Bon, nous, en fait, quand on dit convaincu, nous, on ne peut pas être convaincu comme ça. Parce que convaincu comme ça, par les mots, par la parole, non. Nous regardons les actions sur le terrain. Voilà, c'est du concret. Si il y a des effets, tout le monde doit percevoir ça. Voilà, donc c'est ce que nous disons tous les jours. Est-ce que vous le lui avez dit? Ah bien sûr, je pense qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans le fond, mais certainement que les jours à venir, quand on va le rencontrer prochainement, et on va rentrer dans le fond, et à ce moment, nous allons nous parler. Alors, la question sécuritaire, vous avez parlé aussi de l'augmentation des salaires des membres du gouvernement. À ce niveau, est-ce que le Premier ministre vous a convaincu sur la nécessité de doubler les salaires des ministres et du président du Faso? Bon, il ne nous a pas convaincus, il a tenté de donner en tout cas des explications. Tenté. Il a tenté, bon, en tout cas, nous, ça ne nous a pas convaincus, parce que, bon, il nous a fait croire que, bon, effectivement, il y avait des situations qui étaient là depuis 2008, et qu'ils même sont venus trouver, et qu'il était question, en tout cas, d'harmoniser. Harmoniser avec qui? De revoir, justement, de revoir la question des rémunérations liées aux personnalités, notamment le président du Faso et puis les membres du gouvernement. Voilà. Et c'est tout l'argument qu'on vous a donné pour expliquer? Bon, c'est ce qu'elle tentait de dire, mais nous, on n'était pas convaincus. Si vous avez suivi même à la presse, à notre sortie, c'est ce qu'on a répété. Voilà, je pense que peut-être la prochaine rencontre, ils vont peut-être trouver d'autres arguments, parce que nous avons dit que dans tous les cas, si on augmente, certainement, c'est lié à l'inflation. Aujourd'hui, vous savez que nous avons une inflation qui est la plus élevée au niveau de l'UEMOA, au niveau même de la CEDEAO, et au niveau de la sous-région. Voilà, donc si c'est lié à l'inflation, et on ne peut pas augmenter quand même par les personnalités et laisser les travailleurs et la population. Voilà, je pense que normalement on devait même commencer par là. Voilà, donc nous avons... Mais est-ce que vous avez matérialisé votre déception auprès du Premier ministre par rapport à cette situation? Bien sûr, nous avons dit que c'était très indécent et nous ne s'attendions pas vraiment à cette situation. Et lui, quelle a été sa réponse? Mais c'est ce que je vous disais tantôt. Il a juste dit que c'était normal, il fallait voir les choses. Bon. Et que, bon, il a tenté aussi à dire que, en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, c'était l'augmentation qu'ils ont opérée n'est pas tellement alarmante comme ce que les gens pensent. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a tenté de nous expliquer, qu'ils sont restés un peu quand même dans la norme des choses. Ils pensent qu'ils n'ont pas exagéré. Ils n'ont pas exagéré. Oui. Et vous, syndicalistes, vous avez pris ça simplement? Nous, on a dit, bon, on ne peut pas être d'accord parce que nous, souvenez-vous bien que lorsque le gouvernement passait, le régime passait, mais eux, ils étaient à combien? Aujourd'hui, c'est que le niveau de vie, le train de vie qu'ils avaient en son temps et que nous avons critiqué, nous avons combattu,
Et ma foi, aujourd'hui, ils ont presque doublé. Ils ont doublé plus que... Et lui, vous a dit que ce n'était pas alarmant. Hein? Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a semblé nous dire, que c'est pas... En tout cas, faisant... En tout cas, le point avec la situation, avec normalement les travailleurs, certains cadres qui sont au niveau de la fonction publique et autres, en tout cas, en essayant d'harmoniser, et en tout cas, ils voient que ce n'est pas exagéré. Voilà, c'est des explications qu'ils donnent et que ça a permis même d'éviter que, par exemple, certains ministres ne négocient les contrats. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau, vous lui avez dit que ce n'était pas forcé d'être un ministre dans un pays? Non, mais je pense qu'on a le temps. Hein. Nous attendons à la rencontre. Parce que beaucoup de citoyens ont trouvé que les syndicalistes n'ont pas été fermes sur cette question-là. Ils ont laissé passer comme une lettre à la poste l'augmentation des salaires au niveau des membres du gouvernement et du président du Faso. En réalité, ce n'est pas passé. Vous savez, chaque chose a son temps. C'est comme le dit le plus souvent Nadas qui dit qu'il faut balayer la maison et puis donner tort aux scorpions. Nous, en tant que Burkinabés, vous savez, la situation de notre pays, ça nous interpelle tous. Voilà, donc on est très regardant par rapport à la situation du pays et aussi par rapport aussi à la volonté, à l'opinion nationale. Voilà, donc nous suivons pas à pas. Et maintenant, en tout cas, s'il y a un faux pas, je sais que ça va être donné par l'autre côté. En tout cas, nous assumons, nous savons que jusqu'à présent, nous avons quand même observé un délai, je ne vais pas dire un délai de grâce, mais on a essayé d'observer un temps. Bon, quand même, pour permettre à ce que l'équipe qui est là puisse effectivement donner une réponse, puisqu'ils nous ont demandé un temps pour vraiment travailler à ce qu'on puisse recouvrer tout le territoire. En ce qui concerne le domaine sécuritaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce point-là fasse partie de vos revendications principales? Bien sûr, c'est déjà inscrit. Vous allez demander qu'on revoie les salaires de tous les membres, y compris du président du Faso? Ah bien sûr, c'est inscrit dans notre plateforme, bien sûr. Est-ce que harmonisation pour harmonisation, vous ne pourrez pas demander aussi qu'on augmente les salaires des fonctionnaires? C'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a demandé. Ah, vous avez dit au Premier ministre d'augmenter pour tous les fonctionnaires? Oui, c'est la logique. C'est une logique. Et si on vous dit que les caisses de l'État étaient vides? Mais ça peut pas être vide. Et si ils avaient trouvé que c'est vide, pourquoi ils augmentent pour eux? C'est ça. Si les caisses de l'État étaient vides, ça ne devait pas permettre qu'ils augmentent pour eux. Oui, mais par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Est-ce que les populations qui nous regardent, les fonctionnaires qui nous regardent peuvent s'attendre à une augmentation? Est-ce qu'il vous a fait une petite promesse? Non, il n'a pas, sur cette question, il n'a pas encore donné de réponse. Mais vous lui avez posé la question. Bien sûr, c'est important de le préciser. On a posé la question. Voilà, donc parmi les questions que nous avons soulever, il nous a bien dit qu'il ne pouvait pas donner de réponse parce que comme ces techniciens n'étaient pas là, voilà, il préférait que prochainement... À vous écouter, apparemment c'était une rencontre informelle sans enjeu finalement. Vous êtes parti juste pour être dans la dynamique de la communication gouvernementale, mais sans relief. Bon, c'est sans enjeu, mais déjà peut-être que... La manière de vous recevoir, la manière de répondre à vos questions... Bon, maintenant on a déjà, en tout cas on a critiqué la manière, on a en tout cas dit ouvertement à son Excellence que cette façon de nous recevoir, c'était en quelque sorte une manque de considération. Bon, en tout cas, il a tenté de se justifier à ce niveau également, mais ça ne nous a pas convaincus. Les salaires des membres du gouvernement, la question de sécurité, vous avez aussi parlé de ces citernes qui ont disparu au Burkina Faso. Oui, bien sûr. Comme vous avez constaté, en temps, il y a en tout cas des citernes qui ont disparu. Et sans qu'on ne sache pourquoi et à quel niveau ça se trouve. Donc à ce niveau également, nous avons demandé à ce qu'ils puissent nous donner des explications. Voilà, mais je vous informe que cette question n'a pas aussi, il n'y a pas eu de réponse aussi. Effectivement, le ministre n'a répondu à aucune de vos questions. Bon, mais ça n'a pas, il nous a dit clairement que vraiment à cette rencontre-là, il ne s'attendait pas à aller dans le fond. Voilà, c'est pour cette raison qu'il n'est pas venu avec tous ces techniciens. Et il a demandé à ce qu'on puisse vraiment se revoir. Et le fait que ça ne vous fait pas bizarre tout ça quand même? Bon, nous, ça nous a fait déjà bizarre parce que nous, quand nous sommes arrivés, le fait qu'on n'a même pas trouvé une équipe autour de lui et autres. Oui. Voilà, donc ça nous a fait bizarre. Mais on s'est dit que certainement il n'a pas pris la mesure. Bon, comme c'est peut-être... Peut-être il ne savait pas qu'effectivement, il devait s'attendre à ce que l'UAS, parce qu'il s'est étonné même déjà la composition, parce que lui, il s'attendait à ce qu'on soit là, peut-être tous les secrétaires généraux seulement, bon, peut-être 4 ou 5 personnes. Alors que vous êtes parti avec voilà, tout un monde. Tout un monde. On était, comme je vous disais, il y a 17 syndicats
autonome ici centrale. Tous les 6 secrétaires généraux étaient là. Tout le monde était là. Parce que vous prenez plus au sérieux. Ah oui, parce que nous, on était allés, surtout que ça fait un bon moment qu'on a cherché à le rencontrer, on n'arrivait pas. Donc pour nous, c'était l'occasion d'amener toutes les cartouches pour pouvoir aller au fond. Alors donc pour les citernes, vous êtes sorti insatisfait aussi? Oui, non, comme il a renvoyé, pour nous donner plus de détails, bon, nous aussi, on n'a pas... Bon, en tout cas, il nous a dit clairement. On suppose aussi que votre requête sur le rapport d'INATA aussi a été renvoyée à plus tard. Oui, bien sûr. Bon, par rapport au rapport, non, il a tenté aussi effectivement d'expliquer, de répondre à cette question. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, il nous a fait comprendre comme quoi la justice est indépendante et que ces rapports, à un certain niveau, c'est la justice qui gère. Bon, et même, ils n'ont pas le droit de s'originer. Mais vous avez demandé qu'on publie le rapport. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste en termes de demande de la part des syndicats? Mais normalement, ça doit se faire. Un rapport, ici, il n'y a pas de secret. Normalement, on doit pouvoir le publier. Voilà, c'est ce que nous avons demandé. Et à la rencontre prochaine, certainement, nous allons devenir... Vous allez revenir encore sur le rapport d'INATA? Oui. Parce que vous savez que ce rapport-là est très important. Voilà, il faut qu'on puisse faire la lumière sur ce rapport-là. Voilà, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce rapport. Et même hier, ce qu'on a entendu du Premier ministre, son Excellence, le Premier ministre, c'est que, bon, c'est pas ce qu'on avait entendu aussi avant. Voilà, parce qu'on nous avait fait croire qu'au niveau de INATA, il y avait des manques de vivres et autres. Et on nous fait savoir que non, ce n'était pas le cas. Ah, c'est ce que le Premier ministre a dit? En tout cas, c'est ce qu'on a cru entendre, qu'il y avait des vivres. Donc, quand c'est comme ça, ça dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore dites. Du coup, est-ce que ce ne serait pas opportun, finalement, pour taire la polémique et tous les débats, qu'on mette le rapport sur la place publique? Est-ce que vous avez demandé? C'est ce qu'on a demandé. Il faut qu'on publie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on publie, il faut qu'on donne aussi la suite judiciaire qui est donnée à ces dossiers. Voilà. Pourquoi les syndicats s'accrochent au rapport d'INATA? Parce que nous avons trouvé que c'était... sur la base de ce rapport-là, beaucoup de choses se sont passées. Voilà, vous savez que d'abord, si vous avez suivi, il y a eu un premier rapport qu'on devait transmettre. Qui avait été remis à l'ancien président, qui a rejeté, qui a demandé un deuxième rapport. Oui. Voilà. Donc, et jusqu'à présent, ce rapport-là n'est pas officialisé et publié. Donc le Premier ministre a écarté la question du manque de vivres au niveau des soldats déjà. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. En tout cas, que ce rapport-là... En tout cas, ils ont l'information que les vivres, il y en avait des vivres. Voilà. Mais nous allons aller au fond lorsque nous allons les rencontrer. Voilà. L'autre aspect aussi de cette rencontre, c'est la question des libertés individuelles et collectives. Vous en avez parlé, les syndicats tiennent beaucoup aux libertés. À ce niveau, est-ce que le Premier ministre vous a donné au moins des garanties, puisque finalement il n'a pas répondu à vos questions? Est-ce que sur ce point-là, au moins, il a répondu? Bon, sur la question concernant les libertés, oui. Bon, nous avons fait cas de situations qui se passent actuellement concernant ces libertés-là. Vous savez qu'il y a des citoyens burkinabés, souvent qui sont en conférence de presse, oui. Et que d'autres citoyens viennent tranquillement les perturber, sans que rien ne se fasse, sans que l'autorité ne puisse intervenir. Bon, donc déjà, nous avons trouvé que ça a été des atteintes aux libertés. Oui. Voilà, donc... également, si vous avez remarqué, depuis un certain temps aussi, il y a des militaires qui s'attaquent à des civils. Bon, donc tout ça. Mais il nous a fait savoir qu'effectivement, eux aussi, ils sont en train de prendre la mesure. En tout cas, ils sont allés dans le sens, le Premier ministre est allé dans le sens d'une d'action syndicale pour dire qu'eux aussi travaillent là-dessus. Ils travaillent comment concrètement? Est-ce que les libertés vont être préservées? Parce que ça fait partie des acquis les plus importants obtenus par le peuple burkinabé. Bon, c'est ce qu'il en tout cas nous a fait savoir, qu'eux aussi ils sont regardants par rapport aux libertés et que même ceux-là qui sont venus perturber les conférences de presse, ils sont en train de prendre des mesures pour en tout cas pour que ça ne se répète plus. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, vous syndicalistes aussi, vous soyez perturbés quand vous allez lancer des mots d'ordre? Ah bien sûr, c'est vrai que si ce qui arrive aux autres va certainement arriver à tout le monde. Donc certainement il faut déjà tirer la sonnette d'alarme. Un point non négociable pour les syndicats. Ah oui, bien sûr. Alors pour ce qui est de la suite, parce que vous avez dit que vous avez décidé de prendre vos responsabilités, ça veut dire quoi concrètement quand un syndicaliste dit ça? Bon, nous, sincèrement, maintenant, nous allons être dans notre rôle, clairement. Parce que, sans vous cacher, nous sommes actuellement, comme je vous ai dit, depuis le 10 septembre,
nous sommes en tournée parce que nous sommes, vous savez que les syndicats, nous ne prenons pas les choses comme ça. Voilà, avant d'agir, il faut qu'on s'assure qu'on est vraiment sur le bon chemin, qu'on est en phase avec nos militants et que ce que nous voulons faire, effectivement, est partagé. Voilà. Alors, la tournée, finalement, c'est quoi l'objectif? Aller dire aux gens, apprêtez-vous, on va lancer des mots d'ordre de grève ou quoi? La tournée, d'abord, c'est voir si le terrain, effectivement, est-ce que nos militants sont là, est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils sont en phase avec ce que nous voulons faire, est-ce que, compte tenu de la situation nationale, est-ce qu'ils vivent les mêmes réalités que nous? Voilà, donc nous allons recueillir tous ces sentiments-là et voir si on peut corroborer ça avec notre plateforme. Et en ce moment, lorsqu'on va s'assurer qu'effectivement on parle les mêmes langages, on va maintenant passer à l'autre vitesse. Est-ce qu'il faut s'attendre à des grèves dans les jours, dans les semaines à venir? Il faut pas, il n'y a rien qui peut être écarté. C'est-à-dire que toutes les solutions seront envisagées. À partir du moment où nous, aujourd'hui, on voit que, bon, on pensait que les dialogues allaient être maintenus avec les syndicats et puis pour que nous puissions échanger. Mais dès lors qu'on nous écarte déjà dans certains cadres et que, bon, souvent même on fait des correspondances, on ne nous reçoit pas. Bon, donc nous aussi, on a notre devoir à faire. Et parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous avons cette attitude-là. Voilà, est-ce que vous-même vous comprenez votre attitude? Non, nous, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Parce qu'après, les syndicats de par le passé, c'était pas comme ça. Non, c'est ça que je vous disais. Certains même sont allés plus loin pour dire que parce que Barcelone Bazé était un ancien syndicaliste, que vous êtes calme aujourd'hui. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme vous avez suivi nos déclarations, le fait que M. Barcelone aujourd'hui, qui est devenu ministre de la fonction publique, n'est plus avec les syndicats, ça n'a rien à voir. Nous avons bien dit que, bon, en tout cas, lui, il a changé de position et nous tenons compte de tout ça. Nous allons, en tout cas, il sera traité comme les autres. Est-ce que cela n'altère pas un peu aussi l'image qu'on a des syndicats au Burkina? Vous qui êtes là aujourd'hui, peut-être que demain vous allez vous retrouver à être ministre de quelqu'un aussi de la même manière que lui. Bon, en fait, ça dépend. C'est-à-dire chacun doit pouvoir jouer, assumer son rôle. Vous savez, bon, on ne peut pas, ça rentre dans le cadre aussi des libertés que nous sommes en train de parler. Bon, aujourd'hui, si tu es dans ton rôle, par exemple des syndicats et autres, et demain tu veux changer, bon, pourvu que, je pense que chacun, à tous les niveaux, on peut toujours aussi servir avec la manière. Voilà, donc on ne peut pas empêcher, par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui qui a une chemise de syndicaliste, après changer pour avoir une veste de politique. Mais est-ce que vous n'allez pas être aussi un peu indulgent envers lui, puisque c'est votre camarade de lutte? Bon, est-ce que lui est indulgent avec nous? Je ne sais pas. C'est ça aussi, parce que s'il est indulgent, bon, nous, ce n'est pas question d'indulgence, parce que nous prenons la situation du moment. Voilà, bon, en tenant compte des réalités, vous savez bien que lui, il a porté, il y a eu beaucoup de luttes où il était engagé. Aujourd'hui, il est au gouvernement. Donc, normalement, nous, on attend peut-être à ce que ça puisse aussi améliorer, si on devait raisonner comme vous êtes en train de dire. Est-ce que vous êtes surpris que Barcelone soit resté dans un gouvernement où on a doublé les salaires des ministres? Bien sûr, on est très surpris. On est d'abord surpris qu'il soit même au gouvernement. D'accord, il ne vous a pas informé, personne n'a été consulté? Non, en tout cas, on n'a pas été consulté, on n'a pas été informé. Et certainement qu'on est surpris de le voir là-bas dans un gouvernement d'exception. Et qu'on a toujours combattu. Oui, en 2015, vous étiez devant pour dire... Ah bien sûr, et lui-même, il était devant. Il était devant, justement, quand on combattait le régime, le coup d'État fasciste de Guéguéré. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une surprise pour nous de le voir au niveau du gouvernement. Tout comme au niveau des salaires aussi, vous avez dit, celui qui a déclamé qu'il y ait des remises à plat qui se retrouvent dans cette... Bon, dans tous les cas, vous allez aussi tirer les conséquences, parce que ce qui est dit et ce qui est fait, parce que, bon, dans les déclarations, même on s'attendait à ce que, en tout cas, ceux-là qui vont composer ce gouvernement-là, puissent vraiment avoir des salaires très modérés, voire même venir avec leurs salaires d'origine, là où les salaires qu'ils percevaient avant. Mais à notre grande surprise, on a vu que c'est... Est-ce que quand vous, syndicaliste, vous allez être face à Barcelone, vous allez lui dire que ce n'est pas normal qu'il ait accepté l'augmentation des salaires de cette manière? Mais dans tous les cas, la rencontre qu'on va avoir avec le Premier ministre, il sera là. Et vous allez lui dire en face? Mais bien sûr. Et même hier, on a évoqué, on a parlé un peu de cette question-là. Et le Premier ministre nous a rassuré qu'en tout cas, la rencontre prochaine, il sera là. Il a même qualifié de général, que le général sera là et qu'il aura il sera en face de nous.
Pour défendre son salaire, en fait, à la limite, c'est ça? Bon, s'il veut défendre, on va voir si c'est Alors, l'autre débat important sur lequel les fonctionnaires vous attendent, c'est surtout l'UTS. Est-ce que ça fait partie de votre plateforme revendicative? Bien sûr, exactement. Aujourd'hui, l'UTS fait partie de notre plateforme revendicative. Aujourd'hui, la question des primes et indemnités, l'UTS sur les primes et les indemnités est revenue. Et nous avons demandé à ce qu'on puisse faire des abattements plus acceptables encore. Vous en avez parlé au Premier ministre déjà le 26? Non, on n'a ça n'a pas fait partie ça n'a fait pas partie parce que comme nous sommes en train de travailler, c'est une plateforme que nous sommes en train de voir avec nos bases pour avoir l'assentiment, pour avoir une adhésion avant de publier et de vraiment voir engager les luttes. Donc pour le moment, on n'a pas encore soumis ça. Alors l'UTS qui est passé du privé au public, et tout le monde finalement est taxé, est-ce que vous pensez qu'on peut encore revenir vraiment sur cette question-là? Bon, en tout cas, nous pensons qu'ils peuvent revenir si on peut augmenter les salaires des ministres, les salaires du président. Apparemment, c'est ce que vous allez tenir comme argument face au gouvernement à tous les niveaux. Oui, parce que bon, aujourd'hui, tout semble être permis quand même pour augmenter les salaires des travailleurs. Voilà, il y a la manière. Si ça va passer par les UTS, tant mieux. Si c'est une augmentation aussi comme ça, ben c'est attendu. Mais en tout cas, dans notre plateforme, c'est sorti clairement que, en tout cas, les primes sur les indemnités, il faut en tout cas revenir là-dessus et aussi opérer des abattements. En tout cas, ça, c'est un point. Et le SMIC, justement, on en parle. 30 000 francs, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, avec le patronat, on a vu que les discussions ont été engagées, est-ce qu'il y a de bonnes perspectives aussi? Bon, il faut dire qu'à ce qui concerne le SMIC, bon, nous avons demandé à ce qu'on revoie le SMIC à 60 000 francs. Doubler le SMIC au Burkina Faso? 60 000, en tout cas, ce n'est pas trop. 60 000, c'est vraiment, au regard de l'inflation aujourd'hui, 60 000, c'est rien. Normalement, on devait aller même au-delà. Voilà, mais on savait qu'effectivement, peut-être le patronat et peut-être aussi le gouvernement, ils ne vont pas peut-être aller dans ce sens. Il y a eu une rencontre à la primature, vous avez suivi le patronat, le ministère de la fonction publique, des perspectives avaient été annoncées. Est-ce que vous, syndicalistes, vous avez été saisis? Si, bon, nous sommes au courant parce que nous avons, je crois que le 16 septembre passé, le ministre de la fonction publique nous a adressé une correspondance, effectivement, pour nous faire part des échanges qu'ils ont eus avec le patronat. Et que le patronat, je pense qu'ils envisageaient une augmentation qui allait tourner autour de 37 807 francs, si je me trompe. 37 807 37 807 Ça veut dire que l'augmentation ne dépassera pas 5 000. Voilà, donc 37 807 francs. Oui. Voilà, ça c'est ce qui est une tendance la première tendance, c'est ce qui la première tendance. Oui. Mais nous disons que normalement le gouvernement ne doit pas aller dans ce sens. Oui. Voilà, donc nous attendons, il y a un décret certainement qui va être pris, parce que dans la correspondance, c'est ce qu'on nous a dit. Donc nous attendons à ce que, en tout cas, le gouvernement puisse faire mieux. Parce que si le gouvernement va aller dans le sens de ce que le patronat a proposé, ça va vraiment beaucoup nous frustrer. Oui, parce que là, on est dans une position. Vous réclamez 60 000, les gens sont à 30 000 et quelques aujourd'hui. Hein, et on veut ajouter 5 000 tout au plus. Et vous voulez qu'on double. Est-ce que vous pensez qu'économiquement, c'est possible? Non, parce que, attention, il faut voir que depuis 2012, les salaires, par exemple, n'ont pas évolué, et notamment dans le privé. Les salaires n'ont pas évolué. Et depuis tout ce temps-là, vous voyez pourquoi aujourd'hui, l'inflation est de façon galopante et dans la sous-région, ça tourne autour de 18%. Donc, quand vous faites le calcul, 60 000 francs, c'est pas de trop. Hein. C'est pas de trop. Si on avait réajusté les salaires peut-être depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on allait savoir que le SMIC peut-être même dépassait 60 000 aujourd'hui. Donc le décret pour vous ne passera pas. Le décret de 37 000 et quelques s'apprête à prendre le gouvernement ne passera pas. En tout cas, nous, ça va mal passer parce que déjà dans notre plateforme, c'est ce point-là inscrit là-bas. Voilà, donc ça dit c'est un point que nous allons défendre. Oui. Parce que 37 000, ça ne va pas vraiment cadrer avec l'attente des travailleurs aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que c'est bon de dire on augmente sans pouvoir être capable de payer les salaires? Parce qu'une chose est de demander, mais l'autre aspect, est-ce qu'économiquement, si on passe à 60 000, les gens pourront payer les salaires pour les travailleurs? Bon, en fait, il faudra prendre la mesure des choses. Oui. Aujourd'hui, si on dit qu'on ne peut pas augmenter, mais pourquoi on augmente les prix des produits sur le marché? Mais c'est ça qu'il faut voir. Si on ne peut pas, on ne doit pas augmenter. Si on augmente, c'est qu'on doit pouvoir acheter. Mais si on ne peut pas acheter,
Mais il faut forcément augmenter. La correspondance qui vous a été envoyée par le ministre, vous avez répondu déjà? Non, nous n'avons pas répondu, puisque c'est une information qu'il nous donne. Ah, c'est une information. C'est une information, oui. en fait, c'est une information qu'il nous donne, que par rapport au SMIC, effectivement, ça va être revu. Ils vont prendre un décret pour fixer le SMIC, et que, en tout cas, en phase avec le patronat, ça tourne, en tout cas, ils sont à un niveau de 37 807 francs. Voilà, mais qu'eux, en tout cas, ils prendront le décret pour fixer. Mais nous attendons à ce que, quand même, ils puissent aller au-delà, quand même, de ce que le... Mais est-ce que vous êtes prêt à au moins revoir un peu à la baisse votre revendication? Parce que si vous avez demandé 60 000, le patronat c'est 37 000, est-ce que vous êtes prêt à encore revoir à la baisse ce que vous demandez? Pour être logique, hein, oui. Vous savez bien, généralement, les travailleurs, quand nous revendiquons, bon, nous sommes, le plus souvent on est flexible, nous ne sommes pas figés pour dire qu'on est sur ça, tant qu'on n'a pas fait ça, non, on n'est pas dans cette logique-là. Mais il faut être réaliste, c'est-à-dire que le montant qu'on va nous donner, en tout cas 37 000, c'est ça en dessous du compte. C'est ce que vos militants vous ont dit déjà à la base, hein. Beaucoup vous ont contacté pour dire que ça ne peut pas payer, même, au moins un sac de riz aujourd'hui. Ça ne paye pas, ça ne paye pas. Même lorsque nous faisons les sorties sur le terrain, en tout cas ça nous revient, en tout cas les militants ont trouvé qu'effectivement, en tout cas 30 000 francs c'était très dérisoire et qu'il faut forcément que le SMIC évolue. Alors si on va toujours dans la dynamique de vos différentes revendications, est-ce qu'il est prévu aussi de vous intéresser à d'autres questions liées à la bonne gouvernance et à la réduction du train de vie de l'État? Bon, parlant du train de vie de l'État, nous on ne peut pas, vous voyez déjà, avec les augmentations qui sont opérées. Bon, et si vous avez constaté la semaine dernière, on parlait de réduire les pauses café. Les pauses café dans les séminaires et autres, parce qu'il y a des perdièmes qui sont... Mais là, c'est compliqué, mais en ce moment. C'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas déjà vous embarquer dans un train à grande vitesse, dans un TGV, et vouloir actionner sur des leviers, des pauvres leviers, pour pouvoir freiner. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, il faut aller, si vous avez trouvé que c'était normal d'augmenter les salaires, parce que ça force tout. Dès lors qu'on a pu opérationnaliser ça et qu'on a trouvé que c'était normal, il faut aussi revoir pour tout le monde. Ah oui. À ce niveau, apparemment, c'est non négociable pour vous. C'est une logique quand même. C'est une logique. Mais est-ce que vous ne trouvez pas souvent qu'il y a du gaspillage au niveau des séminaires tout de même? Parce que le gouvernement dit qu'on sert des perdièmes et puis on sert encore de la nourriture. C'est comme une double dépense pour l'État. Oui, mais en fait, à ce niveau, il y a un travail à faire. Oui. Il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas de double emploi. C'est à ce niveau qu'il faut voir. Sinon, lorsque vous mettez les travailleurs à l'aise pour faire le travail va être bien fait. Mais quand on parle de diminution des acquis et des droits des travailleurs, et aussi il s'agit de ces questions-là. Lorsque on sert les pauses café, on met quand même les travailleurs un peu à l'aise pour qu'ils puissent faire bien le travail. Mais ces pauses café-là, si on veut les réduire encore, c'est pour mettre les travailleurs encore dans des situations très difficiles de travail. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas réaliste, hein? Parce qu'il faut quitter le séminaire, aller manger et puis revenir entre autres, ou bien c'est l'emploi concret au niveau de la base qui sera menacé à partir de cette mesure du gouvernement? Bon, en fait, déjà, il faut voir comment même ça va se passer. Parce que nous, déjà, c'est ce qu'on se pose la question. Mais la circulaire est déjà sortie, hein? La oui, note est déjà sortie. Mais comment ça va se passer? Parce que si on dit que bon, chacun doit aller chercher à se restaurer, oui. Bon, vous ne pensez pas que ça va un peu jouer sur le travail, alors qu'il y avait une possibilité de se restaurer tranquille, à l'aise, et puis reprendre le travail dans de bonnes conditions. Voilà, mais lorsqu'on veut changer ces habitudes-là, nous pensons que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut actionner. Il faut revoir, peut-être, parce que nous apprenons aussi qu'il y a des gens qui se servent de ces pauses café-là pour faire autre chose. Surfacturation et autres. Voilà, si c'est à ce niveau qu'il faut réguler, on est d'accord. Mais vouloir supprimer les pauses café pour encore compliquer le travail des... Ça fera partie de votre revendication, là? Bon, ce qui est sûr dans le savoir de sortir, on ne l'a pas encore inscrit dans notre plateforme, mais c'est sûr que dans les échanges que nous allons avoir avec... Ou bien peut-être vous allez demander au Premier ministre, ça coûte combien finalement sur le budget de l'année par rapport à ces pauses café, ces séminaires délocalisés et autres? Oui, certainement que... Et la question de la lutte contre la corruption, est-ce qu'à ce niveau, les syndicalistes seront très regardants?
Bon, bien sûr, vous savez que la corruption, c'est ce qui gangrène, en tout cas, le fonctionnement de l'administration, de beaucoup de choses dans le pays. Oui. Donc, en tout cas, c'est un élément sur lequel il faut beaucoup jouer. Donc, nous allons revenir encore sur ces questions-là pour que, en tout cas, le gouvernement actuel soit regardant par rapport à ces questions de corruption. Alors, on a parlé de plusieurs questions. Quels sont les autres aspects les plus importants de votre plateforme dont on n'a pas parlé dans l'émission depuis le début? Bon, dans notre plateforme, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Il y a beaucoup de... Parce qu'il y a au moins, je crois, il y a 24... Il y a 24 points qui sont inscrits. Donc, nous avons parlé, en ce qui concerne, par exemple, les frais de scolarité, par exemple, vous savez... Mais l'État a presque abandonné l'école burkinabé. Quand on voit le privé qui fait ce qu'il veut, est-ce qu'à ce niveau, vous avez la chance d'être entendu? Les gens seront déjà en classe quand vous allez faire votre revendication? Oui, bon, parce que, effectivement, nous avons trouvé que l'État n'a rien fait. Lorsque les promoteurs... des établissements ont procédé à l'augmentation. Le gouvernement n'a rien fait, n'a rien pris comme mesure pour empêcher cela. Donc c'est vrai qu'on avait vu, je crois que c'est un communiqué laconique du ministre de l'Éducation, oui, voilà, qui attirait, qui demandait à ce que les promoteurs puissent remettre, revoir. Est-ce qu'il faut aller au-delà, monsieur Nana? Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut fixer aujourd'hui les scolarités, même dans le privé? Bon, en fait, c'est la même règle qui doit s'appliquer. Ce n'est pas les scolarités seulement. C'est-à-dire l'État est garant de tout ce qui se passe dans la vie courante. Voilà, si on doit permettre à tout le monde de faire comme il veut, bon, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. L'État doit quand même pouvoir, à un certain moment, recadrer les choses pour dire qu'ici, vous savez que nous, aujourd'hui, on fait face à beaucoup de défis. Bon, vous savez qu'à cause de la crise sécuritaire, il y a beaucoup de déplacés internes. Il y a des gens qui viennent, des enfants qu'on veut scolariser, les parents n'ont pas les moyens, tout ça. Et si en plus on doit augmenter les prix de la scolarité, vous voyez que c'est de trop. Voilà, donc je pense que l'État devait pouvoir, même si il ne va pas quand même... bon, ne serait-ce qu'on n'augmente pas, qu'on garde au moins les anciens prix. Voilà, sinon si dans ces conditions-là, il faut encore augmenter, vous voyez que c'est... Mais quand on vous dit que l'école est devenue comme un business aussi très florissant, n'importe qui peut créer une école et puis finalement on fixe les montants comme on veut. Mais tout ça, c'est la faute de nos gouvernants. Donc ça fait partie de votre plateforme revendicative. Oui, bien sûr. Ok, autre point important? Bon, d'autres points, comme je disais, on a un grand nombre de points. Hein. Je peux... Ouais. Vous avez la longue liste de revendications en 24. Voilà, donc je peux déjà un peu, pour que vous soyez un peu chose. Oui, parce que c'est important, on a parlé de la sécurité, du train de vie de l'État, mais vous avez parlé de la scolarité aussi. Bon, on a parlé de la scolarité. En fait, notre plateforme, ça contient beaucoup de choses. Hein. Vous savez que... Bon, il y a un autre point qu'on devait aussi vous... En tout cas, porter à votre connaissance. Vous savez bien que aujourd'hui, la situation sécuritaire nous oblige aujourd'hui à donner des moyens aux populations pour qu'elles puissent se défendre. Ça, c'est une question que nous-mêmes, à la rencontre d'hier, nous sommes revenus là-dessus. C'est-à-dire voilà. La question des VDP, la question des... Il y a les VDP, mais ce n'est pas les VDP seulement. Vous savez bien qu'au niveau des populations, au niveau de la jeunesse, si vous avez regardé la toute récente attaque au niveau du Passoré, les jeunes se sont mobilisés pour, en tout cas, prendre leur destin en main et pour défendre leur lieu d'habitat, voilà, dans leur milieu. Voilà. Et quand ils s'organisent comme ça, mais il faut les donner des moyens. Vous voulez qu'on donne des armes à tout le monde? Bon, il faut en tout cas les doter des moyens de défense. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler? Et nous, c'est pourquoi on a demandé à, en tout cas son Excellence, le Premier ministre, de prendre les devants pour pouvoir encadrer. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de dérive. Voilà. Mais nous avons trouvé... C'est possible déjà. Est-ce que ce n'est pas ce qui a commencé avec les VDP? Qui sont souvent contestés aussi dans certaines localités. Vous avez vu le discours du président d'Amiba qui l'a dit clairement, VDP comme FDS, voilà. Oui, justement, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu une organisation. En tout cas, hier, quand son Excellence, le Premier ministre, nous a répondu sur cette question-là, mais il a reconnu qu'effectivement, il faut revoir, il y a eu des manquements par rapport en tout cas, à l'emploi des VDP sur le terrain, et qu'il fallait revoir
et puis corriger en tout cas la formule pour que vraiment ça soit bien encadré. Voilà. Au-delà de ce point, est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé dans votre plateforme revendicative? Parce que vous avez dit que c'est 24 points. Bon, oui. En passant, je peux vous parler. En ce qui concerne par exemple la sécurité des populations et leurs biens, bon, on souhaite qu'on puisse impliquer les populations dans la lutte contre le terrorisme, c'est ça que je vous ai dit. Assurer la prise en charge, par exemple, effective des ayants droit, des FDS et des VDP. Ça, c'est déjà fait, non? Voilà. Ça, c'est déjà fait. Il y a quand même des choses qui sont faites. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, je ne sais pas. Oui. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il y a des familles qui vous ont contacté pour parler de leurs problèmes? Voilà, en tout cas, non, mais vous-même, vous avez suivi que, en tout cas, il n'y a pas eu une satisfaction, en tout cas, totale par rapport à la question. Voilà, donc, on a parlé aussi d'améliorer la synergie d'action et la solidarité entre les différents composants de FDS. Voilà, c'est aussi très important au sein même de l'armée. Il faudra qu'effectivement... On regarde à ce niveau pour qu'il y ait la cohésion. Alors, en tout cas, on regarde un peu sécurité, train de vie de l'État, et puis aussi bonne gouvernance. Et ce sont essentiellement ces points-là qui font partie de vos revendications. C'est ça. Alors, je voudrais vous entendre sur un aspect. Le 4 septembre, le président Damiba a fait son discours. Il a dit qu'on avait tous failli. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette faillite-là? Bon, ici, ce que nous avons, en tout cas, au niveau de l'unité d'action syndicale, les échanges que nous avons eus, on a trouvé que ici, vraiment, le chef de l'État allait un peu loin en culpabilisant tout le monde. Quand vous regardez dans son discours, tout le monde a été épargné. Bon, quand on culpabilise comme ça tout le monde, bon, et lui-même en tant que président du FASO, bon, donc ça veut dire que si tout le monde a failli, bon, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous reconnaissez ou pas dans cette faillite-là? Bon, à quel niveau on a failli? Bon, en tout cas, nous, je sais qu'en ce qui concerne les mouvements syndicaux, nous avons toujours joué notre partition. Je ne vois pas à quel niveau nous pouvons dire que nous avons failli à ce niveau. Voilà, mais si lui trouve que tout le monde a failli... Bon. En termes de perspective, quelles sont les principales réformes que vous souhaitez avec cette transition-là? La dépolitisation de l'administration, par exemple? Bon, la dépolitisation, ils en parlent. Aujourd'hui, il y a des textes même qui ont été adoptés dans ce sens. Mais par exemple, si concernant la dépolitisation, nous disons que si c'est pour dépolitiser, et pour quand même ne pas stigmatiser, c'est-à-dire choisir des catégories de personnes pour dire qu'ils sont de tel parti politique et autres, et pour encourager la méritocratie, à ce moment, on peut peut-être comprendre. Mais si c'est parler de dépolitiser comme ça, vous savez que c'est compliqué. Dans un ministère, les gens ont toujours des partis pris. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on nomme un ministre, quand il vient avec ses collaborateurs. Mais ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à quoi? Mais ces gens-là, quand ils vont venir... Est-ce que vous pensez que même la transition a politisé l'administration? Bien sûr, quand ils viennent avec avec des gens qui sont... beaucoup de DG, beaucoup de collaborateurs directs. Oui. Mais en ce moment, quand on dit dépolitiser, où est la dépolitisation? Si c'est pour que des gens viennent faire ta politique, mais en tout cas, ces personnes-là vont être acquises à ta cause. Donc c'est utopique de parler de dépolitisation. Bon, nous, en tout cas, nous attendons de voir. Si c'est pour vraiment, en tout cas, lutter contre une certaine injustice entre les travailleurs de l'administration, bon, on peut dire oui. Mais si c'est dépolitisé pour dépolitiser, bon, nous ne pensons pas que... Alors, les syndicats sont contre les coups d'État, hein, c'est ça? Bien sûr, que les coups d'État, c'est pas... Est-ce qu'on peut encourager un coup d'État? Oui, mais du coup, on est dans une situation d'exception. Vous attendez à ce qu'on organise véritablement les élections d'ici à 2024, comme prévu? Ben, c'est ce que nous disons. Mais lorsque vous suivez les discours, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on dit que c'est conditionné, les 2 ans qui ont été donnés là, c'est sous condition. Ouais, et les acteurs, ils sortent ça pour dire que les 2 ans là, on pourrait tenir les élections si toutefois on retrouvait au moins 75% du territoire. Mais ça, aujourd'hui, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, ben, on est très inquiets. Donc vous êtes un peu dans le doute qu'on tienne les délais? Si on n'arrive pas, on fait comment? C'est la condition qu'ils ont dit. Si on n'arrive pas à recouvrir 75% du territoire, est-ce que les élections... Et vous allez accepter que les militaires restent indéfiniment au pouvoir jusqu'à ce qu'on ait la totalité de notre territoire? Vous savez bien que les régimes d'exception ne sont pas la règle dans la gouvernance. Voilà. Et vous savez que lorsque nous sommes dans cette situation-là, on n'est pas en phase avec les institutions internationales, nous ne sommes pas en phase avec les organismes internationaux.
Donc ça nous bloque. Nous-mêmes, au tout début, en tant qu'acteurs du mouvement syndical, nos partenaires qui travaillent avec nous, on a eu des blocages. Ah oui. Oui, on a eu des blocages de nos activités. On a même, en tout cas à un certain moment, on n'a pas pu tenir certaines activités dues au fait qu'effectivement, il y a eu cette situation-là. Voilà, donc nous souhaitons qu'en tout cas, on puisse aller à un retour normal, voilà, des choses. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Nana. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Et puis on reste disponible si vous avez d'autres éclaircissements à apporter aux travailleurs burkinais, parce que nous pensons que c'est pour eux que vous faites toutes ces activités aujourd'hui. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, parce que, en tout cas... Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos travailleurs qui sont dans les zones rouges actuellement, qui se débattent comme ils peuvent, qui n'ont pas la chance de vous voir régulièrement en tant que responsable syndical? Bon, le message que j'ai à passer, c'est le message que nous sommes en train de passer avec nos bases dans les régions. Voilà, c'est dire que nous, aujourd'hui, que les bases sachent que, bon, les gens pensent que nous sommes inactifs. Non, nous, c'est compte tenu de la situation nationale que nous avons, en tout cas, pris le temps quand même de prendre la mesure et voir qu'est-ce qu'il faut envisager comme lutte. Et l'État nous a donné raison, avec les augmentations qui se font sans nous, beaucoup de choses qui se font sans nous. Donc nous avons bien compris qu'aujourd'hui, il faudra que nous puissions effectivement, en tout cas, redorer notre blason et puis aller vraiment au charbon. Et nous les interpellons à ce qu'ils soient vraiment prêts. Et ils attendent. En tout cas, nous sommes en train de faire des consultations. Lorsque nous aurons fini de faire les consultations, en tout cas, nous allons les donner la conduite à tenir. Et puis, en tout cas, on pourra engager des luttes ensemble. Merci à vous, M. Nana. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans l'émission Le Grand Déballage, El Hadj Nana, donc, il faut le dire, Inoussa, qui est le président du mois des centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina Faso. Il était notre invité. Merci à vous, El Hadj, et puis je vous souhaite une bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ainsi prend fin donc l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, excellente suite de programmes à tous et à chacun, et à très vite. Bonsoir chez vous.